La guerre froide, des espions, des Britanniques. Aujourd'hui, on va parler de Kim Philby. Kim Philby, c'est vraiment l'archétype de l'espion. Kim, c'est son surnom. Ça vient d'un livre de Rudyard Kipling, qui raconte d'ailleurs l'histoire d'un jeune garçon qui va naître en Inde et qui va faire ses classes comme espion dans une de ses colonies britanniques. Kim, il est né en 1912. En 1929, il est admis au Trinity College de Cambridge. Là, il va rencontrer 5 personnes. Donald Maclean, Burgess, Blunt, Cairncross. Ces 5 personnes vont former ce qu'on appelle les 5 de Cambridge, un réseau d'espionnage à eux 5. Ça ressemble à une histoire de roman et pourtant c'est la vérité. Ces 5 jeunes garçons font leur classe à Cambridge, ils se côtoient et vont se lier d'amitié. Ils sont très séduits par les thèses du communisme. On est dans les années 20, années 30, la révolution a eu lieu en URSS, les idées portées par le communisme leur plaît, bien qu'étant nobles, ils trouvent une noblesse dans ces idéaux et décident de se rapprocher du Parti communiste. Mais très rapidement, on lui fait comprendre qu'en faisant ça, il ne sert pas vraiment la cause et qu'il ferait mieux de prendre ses distances avec ce fameux Parti communiste. Philby, très vite, est en contact avec des soviétiques. Il se rend notamment à Vienne en 1934. Et là, il va rencontrer son premier agent de contact qui va clairement l'enrôler. À ce moment-là, il est journaliste et il fait passer quelques infos aux soviétiques. Kim Philby, ainsi que la plupart de ses amis de Cambridge, est voué à une grande carrière. Son père est lui-même un membre du Foreign Office. C'est lui-même un espion. En 1936, Philby se rend pour le Times en Espagne où il va couvrir la guerre d'Espagne. Là, il va se passer un événement qui va lui donner encore plus de charisme pour les Britanniques. Il va être blessé. Il va être blessé durant la guerre d'Espagne par les républicains, par ceux qu'on considère comme des communistes. Une couverture parfaite. Il est insoupçonnable. Comment se douter que celui qui est lui-même blessé par des communistes pourrait travailler pour eux? En 1939, en même temps que Burgess, il rentre au MI6, le fameux service secret d'espionnage britannique. Alors, comment travaille Kim Philby? Kim Philby, c'est le mec sympa, c'est le mec dont vous vous doutez pas, c'est celui qui est au petit four avec un petit sourire, qui se gave de crevettes et qui, quand vous approchez, vous demande hey, la petite là, elle fait quoi avec qui elle sort et sous ses airs de récolter des ragots, le soir, il rentre. Il fait des petites fiches qu'il envoie après au NKVD, au service de renseignement soviétique. En plus, Kim Philby, il a un autre avantage, c'est qu'il est bisexuel. Donc il drague un peu tout le monde, femmes, hommes, et ça aussi, ça lui permet de récupérer des renseignements. Il reste insoupçonnable puisqu'en 1941, il se marie, il aura même 5 enfants, donc il a toutes les apparences de la bonne société anglaise. Mais on le voit même dans sa vie privée, il y a un goût pour le secret, il y a un goût pour le mensonge. Il continue à gravir les échelons pendant la Seconde Guerre mondiale et comble de l'ironie, il est nommé très rapidement au contre-espionnage et donc son travail, ça va être de chercher des tops soviétiques dans le MI6. Donc il est censé aider à trouver ses compères et lui-même. Évidemment, c'est la place rêvée pour que toutes ces enquêtes n'aboutissent pas. Vous avez dit, hein, c'est une affaire exceptionnelle le cas de Kim Philby. C'est l'un des plus grands espions que l'on ait connu. En 1945, ça commence à chauffer pour lui. Là, vraiment, c'est un peu le début de la fin pour lui. On n'y est pas encore, mais des choses un petit peu étranges vont commencer à se dérouler. Konstantin Volkov, un résident comme on dit, un agent soviétique qui se trouve en Turquie, un espion, veut, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le début de la guerre froide, il sent que le vent tourne, il veut changer de camp. Il veut changer de camp et il va contacter
justement les services secrets britanniques. Et notamment, il indique qu'il a des sources sur certaines tops qui seraient dans le MI6. Kim Philby entend ça et il commence à prendre peur. Il commence à prendre peur et il se dit, écoutez, c'est moi le chef du contre-espionnage qui traque les tops. Je vais aller rencontrer ce Constantin. Qui sera en Turquie en 1945 et chou blanc, il revient et il dit qu'il n'a jamais rencontré ce résident. C'est faux. On soupçonne, on n'a pas de preuves, mais là on soupçonne fortement Kim Philby d'avoir assassiné quelqu'un qui aurait pu le vendre. En 1949, on décide de promouvoir Kim Philby, on est content de ce qu'il fait. Cette histoire quand même de Turc, on trouve ça un peu bizarre, donc on décide de l'éloigner. On n'a pas de preuves, c'est plutôt un bon élément, et donc on décide d'en faire un agent de liaison. Il part donc pour les États-Unis, où il va travailler à articuler la communication entre la CIA et le MI6. Alors là, c'est assez fantastique aussi, puisqu'il va devenir très très copain avec James Angleton, qui est l'un des chefs de la CIA. Et James ils vont faire des petits repas le soir, voilà, vraiment des potes, et il va donner des informations à Kim Philby, notamment l'opération Valuable, qui est une opération qui est censée envoyer en Albanie pour renverser le dictateur soviétique qui s'y trouve, des parachutistes qui sur le terrain doivent renverser le dictateur. En fait, Kim Philby va vendre l'information, non pas au MI6, mais au NKVD, au service de contre-espionnage soviétique. Et donc, ce dictateur albanais va attendre le pied ferme de ses parachutistes, et quand ils vont arriver, eh bien, il va tous les capturer, ce qui fait de l'opération Valuable l'une des plus grands échecs de la CIA. Entre 100 000 et 200 000 hommes seront ainsi capturés et exécutés. Néanmoins, du côté britannique, on commence à s'affoler, puisque certains messages cryptés sont interceptés venant du NKVD, et parlent d'une certaine top qui porterait le nom d'Homer. Et donc, avec les informations qui remontent, les informations vendues, on se dit que c'est quelqu'un du Foreign Office. Et la personne du Foreign Office la mieux placée pour vendre ces informations, c'est Maclean, l'un des 5 de Cambridge. Et là, ça devient chaud parce que ces 5 de Cambridge, ils s'aident, ils se soutiennent, ils se vendent des informations. S'il en tombe, c'est tout le réseau qui tombe. Et en voyant ça, Kim Philby commence à s'inquiéter. En 1951, face à la pression, eh bien, Maclean et Burgess sont exfiltrés. Ils disparaissent de la circulation. Le NKVD les envoie vivre en URSS. Ça commence à être tendu pour Kim Philby. Le MI5 décide enfin d'envoyer quelqu'un pour contre-interroger Kim Philby, c'est James Cordon. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Philby, on le pressentait même pour être le fameux C, le fameux numéro 2 du MI6. Donc vraiment l'un des patrons, voilà, l'un des patrons, c'est ahurissant de se dire que eh bien, cette personne était une top. Là où le MI6 est plutôt marqué par la vieille noblesse anglaise, le MI5 est un peu plus classe populaire, et donc James Cordon va tout faire pour essayer de faire avouer Kim Philby, mais Kim Philby, bien sûr, n'avoue pas, et il y a une rivalité très forte entre les deux hommes qui font que là aussi, ça fait chou blanc. Donc on enquête en interne sur Kim Philby, mais très difficile d'arriver à le coincer. En 1955, le magazine People dévoile l'exfiltration de Don Maclean et Burgess en révélant qu'ils sont des espions soviétiques. Ça fait un tollé sur la place publique et les journalistes commencent à s'intéresser à Kim Philby. Et donc en 1955, Kim Philby va avoir recours à une stratégie surréaliste pour couper court à ses accusations et à ses menaces qui reposent sur lui. Il va passer à la télé. Imaginez un espion, un maître espion qui passe à la télé pour expliquer au monde qu'il n'est pas une top. Mr. Harold Philby, on the right, holds a press conference to deny charges that he was involved in the disappearance of Burgess and Maclean. The 43-year-old former Foreign Office diplomat has challenged his accuser, an MP, to repeat the charges outside the Commons. Mr. Philby, Mr. Macmillan, the Foreign Secretary, said there was no evidence that you were the so-called third man who allegedly tipped off Burgess and Maclean. Are you satisfied with that clearance that he gave you? Yes, I am. Well, if there was a third man, were you in fact the third man? No, I was not. Do you think there was one? No comment. Well, Mr. Philby, the disappearance of Burgess and Maclean is almost as much of a mystery today as it was when they went away about 4 years ago or more. Can you shed any light on it at all? No, I can't.
In the first place, I'm debarred by the Official Secrets Act from saying anything that might disclose to unauthorized persons information derived from my position as a former government official. In the second place, the Burgess-McLean affair has raised issues of great delicacy in the sphere of international affairs. I left the service some 4 years ago, and I haven't any means of knowing whether words of mine, perhaps lifted from context, perhaps even garbled as they sometimes have been, wouldn't severely prejudice or damage the government in its conduct of international affairs. Donc vous venez de voir Philby qui, avec un aplomb incroyable, dit à tout le monde que non, ce n'est pas une taupe, il ne sait rien, il ne travaille pas pour le NKVD, il n'a jamais côtoyé les services de renseignement soviétiques. Point. Donc, effectivement, les accusations s'arrêtent là. C'est une stratégie qui s'avère payante pour Philby. Néanmoins, le MI5 et le MI6 vraiment se posent des questions et, dans le doute, décident de l'envoyer à Beyrouth. Là-bas, il continue à vendre quelques secrets au NKVD. En 1961, un transfuge, un espion soviétique qui en a marre et qui décide de passer à l'ouest, vend la mèche. Anatoly Glotzin avoue que Kim Philby est bien un agent infiltré du KGB. On décide donc en 1961 d'exfiltrer Kim Philby. Là-bas, il retrouve Burgess, McLean, qui vivent très mal leur exfiltration en URSS. Ils boivent, ils sont tristes. Il faut dire que la vie en URSS, c'est pas la même chose qu'en Occident. Ils sont déracinés, ils le vivent très mal. Kim Philby, non. Insubmersible, toujours fidèle à lui-même, il continue à travailler pour le NKVD. Il va former des espions. Il va même former, durant les années 70, beaucoup d'agents de la Stasi en RDA. Et il y aura même, en URSS, un timbre-poste à l'effigie de Kim Philby qui sera édité. Un héros national. Kim Philby meurt finalement en 1988 sans jamais avoir regretté son choix. Il faudra attendre 1878 pour que l'affaire des 5 de Cambridge devienne une réalité officielle. Moralité, Kim Philby aura été jusqu'au bout un maître espion qui aura su se tirer de tous les pièges qu'on lui tendait. There was a third man. Were you, in fact, the third man? No, I was not. You think there was one? No comment. Well, Mr. Philby, the disappearance of Burgess and McLean is almost as much of a mystery today as it was when they went away about 4 years ago or more. Can you shed any light on it at all? No, I can't. In the first place, I'm debarred by the Official Secrets Act from saying anything that might disclose to unauthorized persons information derived from my position as a former government official.